Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, se dirige-t-on vers une riposte tchadienne contre le Soudan voisin? Une question légitime quelques jours après une frappe de drone qui a fait au moins 19 morts à Tiné dans l'est du pays. Un bombardement venu du Soudan qui a placé l'armée tchadienne en état d'alerte maximale. Pour en parler ce soir en duplex de N'Djamena, Gassim Chérif Mahamat, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien. Première opération de rapatriement de Gabonais bloqués au Moyen-Orient. Sur les 800 recensés par les autorités, 36 sont arrivés à Libreville ce dimanche. Résidents, touristes ou étudiants, ils ont exprimé leur soulagement après des jours d'inquiétude. Notre correspondant est allé à leur rencontre. Enfin, 20 ans après, Henri Kalama expose de nouveau à Kinshasa. Le directeur des Beaux-Arts nous présente le premier volet de sa nouvelle exposition nommée Abstraire 1, à travers laquelle il aborde les questions cruciales du pays, comme la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, à découvrir en fin d'édition. Je le disais en premier titre, les civils qui paient encore et toujours le plus long tribut lors de la guerre du Soudan. Une attaque contre un hôpital situé dans une zone contrôlée par les paramilitaires dans l'est du Darfour a fait au moins 64 morts, dont 13 enfants. Une information révélée par le directeur de l'OMS qui appelle à stopper le conflit meurtrier. Après près de 3 ans, cette guerre a causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et justement, cette guerre civile soudanaise déborde de tel chez le voisin tchadien. C'est visiblement le cas depuis mercredi. Une frappe de drone qui a fait au moins 19 morts dans la ville tchadienne de Tiné. De leur côté, les deux belligérants soudanais nient être à l'origine du bombardement. Alors que fin février, le président tchadien Mahamat Idriss Déby avait ordonné la fermeture des 1300 km de frontières entre le Tchad et le Soudan. Alors N'Djamena est-elle prête à riposter pour défendre son territoire? C'est l'une des questions que nous allons poser à notre invité du soir, Gassim Chérif Mahamat, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Bonsoir, merci de nous recevoir. Je le disais, juste après ce bombardement, le président qui était en uniforme militaire a placé l'armée en état d'alerte maximale tout en ordonnant de riposter à toute attaque provenant du Soudan. Fin de citation. Est-ce qu'aujourd'hui, le Tchad pourrait attaquer le Soudan pour protéger son territoire ? Tout à fait. D'abord, nous déplorons les morts tchadiens. C'est la troisième ou quatrième fois que ça arrive. Aujourd'hui, le bilan, on est à 20 morts du côté tchadien, et donc ce n'est pas la première fois que ça arrive. D'abord, nous présentons nos condoléances aux familles qui sont endeuillées, et le chef de l'État, vous l'avez dit, a arboré sa tenue de marshal, de chef suprême des armées, pour justement envoyer un message aux différents Soudanais. Les frappes de drone, contre toute forme d'incursion sur notre territoire. Donc, en ce moment où je vous parle, vous m'entendez, monsieur le ministre? Contrôle. Oui, je vous entends, je vous reçois. On poursuit. Et donc, moi, je vous reçois. Donc, je vous disais qu'au moment où je vous parle, l'armée tchadienne est déployée dans la ville de Tiné-Djagaraba, qui est dans le territoire tchadien. Et donc, elle contrôle toute la sortie et entrée du territoire tchadien vers le territoire soudanais. Et donc, nous, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, depuis le début du conflit, a appelé les différents belligérants, les différents protagonistes, à privilégier le dialogue, la voie de la discussion, la concertation. Mais concrètement, suite à cette frappe, quelle sera la réponse du président tchadien, des autorités tchadiennes? Elle sera une réponse proportionnelle et adéquate et qui entre dans le champ du droit international. Nous veillons d'abord à la sécurité de nos concitoyens. Des frappes, des troupes au sol, concrètement? Les troupes au sol sont alignées tout au long de la frontière. Vous l'avez mentionné dans l'introduction. On a une frontière qui est longue de 1300 km et toute cette frontière elle est contrôlée. Et nous allons répondre graduellement en fonction de la menace, de la nature de la violence. Et là, nous avons reçu une attaque de drone. Nous sommes en train d'identifier, nous savons que ça vient du Soudan, mais nous ne connaissons pas pour le moment
la provenance Et exacte qui a justement, envoyé le désolé de vous drone. couper, justement, je précise qu'à la suite de cette frappe de drone, une enquête des autorités tchadiennes a été ouverte. Où en est-elle? Avez-vous identifié le responsable de ce bombardement? Selon une enquête de nos confrères du journal Libération, les munitions utilisées lors de cette frappe semblent incriminer les forces de soutien rapide du général Hemeti. Pour le moment, les enquêtes sont en cours, nous ne pouvons pas désigner quelqu'un, mais nous, on sait que ça provient du Soudan. Donc, je n'irai pas vite en besogne. On attend les conclusions de l'équipe technique qui a commencé à faire ce travail. Et je parlais du général Hemeti. On aimerait bien savoir comment se positionne le Tchad dans cette guerre entre les généraux soudanais Al-Bourhan et Hemeti qui dure depuis 3 ans. Le gouvernement soudanais du général Al-Bourhan vous a souvent accusé de soutenir les FSR de Hemeti en leur fournissant des munitions et des mercenaires et en permettant à des armes en provenance des Émirats arabes unis de transiter par votre territoire. Que répondez-vous ? C'est des accusations fallacieuses. Elles sont totalement infondées. Depuis le début de ce conflit, et d'ailleurs même depuis l'arrivée du président Mohamed Idriss Déby Itno au pouvoir, il a appelé les différents belligérants. Il a appelé le président Al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo, il les a appelés en Djamena, il les a reçus individuellement, ensuite ensemble, pour pour privilégier le dialogue, pour créer un cadre de dialogue et de discussion au Tchad, et un cadre de pourparlers. Et donc, nous, notre position a toujours été la position de neutralité et Donc vous d'impartialité. niez soutenir un camp, en l'occurrence les FSR du général Hemeti? Nous ne soutenons personne dans ce conflit. Et vous savez, le Soudan est un pays frère et ami. Nous avons des populations qui souffrent, qui sont à cheval entre nos deux pays, des populations qui souffrent dans leur chair. Et le Tchad paye le plus lourd aujourd'hui, avec 1 million de réfugiés que nous recevons dans notre pays. Donc, il y a un impact humanitaire sur le Tchad. Et ces afflux de réfugiés mettent à mal parfois la cohésion entre les communautés. Ça a un impact sur le mode de vie de population, un impact sur le partage des ressources. Et donc, aujourd'hui, nous sommes victimes quelque part aussi de ces conflits entre frères soudanais. Et la position du Tchad n'a pas changé d'un iota. Nous avons toujours appelé les différents belligérants. Très rapidement, ce sera ma dernière question. Vous l'avez dit, il y a 11 millions de déplacés à cause de cette guerre au Soudan, dont 1 million dans votre pays, le Tchad, à Adré par exemple. Est-ce que le Tchad n'aurait plutôt pas intérêt à jouer un rôle de médiateur pour que le conflit s'arrête enfin? Très rapidement. Tout à fait, tout à fait. Vous posez une question très pertinente. Le président Mohamed Idriss Déby Itno a proposé la médiation du Tchad et les discussions sont en cours pour qu'on abrite des pourparlers au Tchad. Donc ce travail est en train d'être fait par le ministère des Affaires étrangères du Tchad et par les instances dirigeantes. Merci beaucoup, Gassima Ahmad Cherif. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement tchadien. Merci d'avoir répondu à nos questions dans le Journal de l'Afrique de France 24. Merci. On prend tout de suite la direction de Libreville, où ce dimanche, un premier groupe de Gabonais vivants ou de passage au Moyen-Orient a été rapatrié. Plus d'une trentaine de personnes a été accueillies et pris en charge par les autorités gabonaises. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Ils étaient au départ environ 800 officiellement recensés par le gouvernement gabonais. Ce matin, c'est un premier vol en provenance des Émirats arabes unis qui s'est posé sur le tarmac de Libreville. À la sortie de la passerelle, 36 Gabonais retrouvent leur terre natale. Dans le hall de l'aéroport international de Homba, qui se trouve tout juste derrière nous, des familles entières attendaient le cœur serré. Ce premier groupe est composé de résidents, de touristes et d'étudiants installés en zone de conflit. Je suis venu attendre ma fille, récupérer ma fille qui apprend à Dubaï. Elle a à peine 20 ans, donc c'est sa première expérience à l'étranger. Donc vous comprenez que nous étions stressés, très stressés. Et on attendait parce qu'on était justement démunis, vu que vous ne pouvez rien faire. Elle a plus de 10 000 km. Donc voilà, c'était compliqué. Sur les visages, le soulagement est perceptible après des jours et des semaines d'incertitude. L'ambassade du Gabon sur place a organisé cette opération pas à pas jusqu'à ce que l'avion se pose enfin à Libreville. J'ai un ami qui est aux affaires étrangères qui, lui, m'a mis en contact avec l'ambassadeur du Gabon aux Émirats arabes unis, qui m'a appelé, avec qui j'ai échangé, etc. Et c'est après qu'on a su qu'il y avait un forum et qu'il fallait qu'on explique nos situations dans ce forum-là. Donc, on a échangé avec l'ambassadeur. Il nous a expliqué ce qui était en train d'être fait.
On a suivi de bout en bout le fait qu'on soit revenu ici. Libreville annonce qu'un second appareil destiné à ceux qui souhaitent quitter la région est déjà programmé pour le 24 mars prochain et qu'une cellule de veille et d'assistance d'urgence est désormais mise en place au ministère gabonais des Affaires étrangères pour le suivi de chaque rapatrié. Alors on s'arrête au Zimbabwe où la tension monte d'un cran après l'arrestation samedi de l'ancien ministre des Finances Tendai Biti. Malgré la répression, les groupes d'opposition dont il fait partie continuent de lutter contre un projet d'amendement constitutionnel visant à prolonger le mandat du président Emmerson Mnangagwa. Explication de Laurent Berstecher. Le dos recouvert d'ecchymose, le professeur Lovemore Maduku porte encore les stigmates de son agression. Mais s'il peine à se concentrer sans ses lunettes, brisées lors de l'attaque, ses yeux n'ont rien perdu de leur détermination. Nous ne sommes pas les premiers à subir la force supérieure de l'État. Le fond de cette modification, c'est de rallonger la durée du mandat du président. Mais ce n'est pas tout. Ils veulent également que le président ne soit plus élu par le peuple. Ce professeur de droit affirme avoir été passé à tabac par une cinquantaine d'hommes cagoulés, accompagnés par la police, alors qu'il se rendait à une réunion d'opposition. Il devait y débattre d'un projet d'amendement constitutionnel porté par le gouvernement d'Emmerson Mnangagwa. La loi en question, qui cherche à prolonger le mandat présidentiel de 2 ans supplémentaires et remplacer l'élection au suffrage direct par un vote parlementaire, fait l'objet de vives critiques au Zimbabwe. De nombreux opposants et analystes politiques y voient une atteinte à la démocratie et dénoncent une tentative flagrante du parti présidentiel, le ZANU-PF, de rester au pouvoir. Ils ne se soucient pas de l'avenir du pays, ils ne se soucient pas du respect de la Constitution. Ce qui les intéresse, ce sont les avantages qu'ils obtiendront grâce à la prolongation du mandat présidentiel. Si la police nie toute implication dans l'attaque qui a visé le professeur Maduku, l'opposition zimbabwéenne dénonce un recours systématique à la violence et à l'intimidation, visant à museler la société civile. En République démocratique du Congo, l'exposition Abstraire 1 s'ouvre à Kinshasa. C'est le premier volet d'une exposition de Henri Kalama Akoulès, directeur général des Beaux-Arts et artiste peintre. Cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas exposé ses œuvres à Kinshasa. C'est donc une exposition événement qui aborde à travers un style abstrait des questions cruciales du pays, comme la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Immersion avec ces images d'Aurélie Bazara Kibangula. Cette exposition, c'est cette proposition, et c'est la proposition de cet acte abstractif, abstraite parce qu'elle n'emprunte pas directement peut-être aux éléments reconnaissables, la réalité y est sous forme d'expérience. Charnier des innocents, c'est une série qui rend hommage aux nombreuses victimes de différentes guerres que nous avons connues ici en République démocratique du Congo. Je me dis qu'il est de mon devoir d'archiver, il est de mon devoir d'interpeller. C'est une tentative de vouloir montrer la mort, de vouloir montrer des corps. Cette exposition représente pour lui un moment important, je pense, dans sa carrière. Comment il a commencé et comment il est en train d'évoluer. Les volumes qui changent, les jets de la peinture qui devient autre chose. Et donc voilà un peu ce que l'on retient d'Henri Kalama dans cette exposition. Et c'est la fin de cette édition du Journal de l'Afrique. Restez sur France 24, l'information continue.